Tristan, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Salut Sean, ça va très bien et toi? Ça va extrêmement bien. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Ouais, Tristan Pavlak, je suis majoritairement connu pour la chaîne YouTube Iron Human, dans laquelle je parle un peu méthodologie d'entraînement et puis sur laquelle j'ai partagé mon aventure dans le triathlon, de Mhm. parfait débutant en 2017 jusqu'à l'Ironman de Kona, là, il y a quelques mois de ça déjà, ça passe vite 3 mois. Ça Donc passe ça, vite. c'est la première chose. Et puis après, Mhm. sinon, plus récemment, j'ai cofondé Campus.coach, donc une plateforme d'entraînement individuel en course à pied. Génial. Ben, je suis sûr qu'on pourra parler de tout ça durant notre interaction aujourd'hui. Je veux commencer un petit peu en arrière. Tes jeunes années et les arts martiaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce temps-là dans ta vie? Ouais, c'était le bon vieux temps, ça. Donc ouais, quand j'étais plus jeune, enfin avant de commencer cette aventure en 2017 qui a été dévorante, tant de passion qu'en termes de temps, parce que le triathlon, quand on veut y être performant, c'est une activité qui est très chronophage. Mhm. Donc ouais, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux en étant jeune. Alors, je vais juste donner des noms, mais beaucoup de judo en étant très jeune. Ensuite, j'ai migré vers des arts martiaux vietnamiens qu'on appelle Viet Vo Dao, Vo Co Truyen, pour ceux qui connaissent, qui les connaîtront, c'est un peu de niche. Mhm. Et pareil, j'ai repris le judo à la fac, donc en STAPS, avec une option sportive, option judo, où c'est très simple. Je suis arrivé, je devais être ceinture verte, ceinture bleue, il n'y avait que des ceintures noires, et pendant 3 ans, je me suis fait détruire 2 fois par semaine pendant 2 heures. Dur. Et la troisième année, je commençais à être pas trop mauvais, quoi, à force de se faire malmener et de prendre des chutes de foule, de folie 2 fois par semaine, ça endurcit un petit peu. Donc, donc c'était mon aventure. Et puis, en fait, c'est marrant parce que d'un point de vue sportif, à l'époque, j'étais pas. Enfin, je me sentais très investi parce que j'allais m'entraîner 3 fois dans la semaine. Et en fait, quand on a une pratique loisir, quand on va à l'entraînement 3 fois par semaine, on a l'impression d'être hyper assidu. Bon, j'ai vite, enfin, par le temps après, j'ai fini par m'entraîner 3 fois par jour. Donc, rétrospectivement, je me disais, tain, si je m'étais autant investi dans les arts martiaux comme je me suis investi dans le triathlon, mais je serais peut-être champion du monde alors qu'il est, quoi. Ouais. C'est toujours marrant d'avoir cette différence de contraste. Mais l'aventure principale que m'apportaient les arts martiaux, c'est vis-à-vis des apprentissages, vis-à-vis euh, comment on pourrait dire, un peu un modèle de vie, des valeurs que l'on a comme avec un grand H. Donc c'est plus sur ça que ça m'a beaucoup appris. C'est ce Mhm. qui m'a aussi permis de voyager, puisque je suis parti 3 fois au Vietnam entre 2 semaines et un mois à chaque fois. Euh, Tu sais qu'aujourd'hui en recherche, il faut parler anglais. Tu vois, c'est marrant de voir que grâce aux arts martiaux, j'ai voyagé à l'étranger à partir de 15 ans. Et Mhm. donc, j'étais obligé de parler anglais parce que moi, mon maître ne parlait pas anglais ou très, très peu. Et en fait, ça a des répercussions directes sur ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, c'est un parcours qui est amusant. Super intéressant. Il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir. Tu as parlé de ton environnement d'apprentissage avec des ceintures noires qui t'ont mis dans le mal pendant un bon bout de temps avant que tu émerges. Est-ce que Et puis, attends, je tu... t'interromps, mais j'ai émergé parce que je fais 1m90 et 90 kilos et j'étais beaucoup plus stock à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, ça m'a aidé à survivre, on va dire. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. Je me demandais par rapport à ça, au niveau de l'environnement d'apprentissage et du niveau de difficulté relatif par rapport aux gens qui sont autour de toi. Tu viens de parler de ça dans le contexte des arts martiaux et d'après ce que je comprends, c'est vraiment quelque chose qui est important, surtout dans ces domaines-là, parmi d'autres, c'est d'être entouré par des compétiteurs, des gens qui sont en tout cas un cran au-dessus de toi, voire plus, parce que ça va te permettre de vraiment t'améliorer. Est-ce que tu le vois de la même manière pour le triathlon D'un point de vue sportif ou en tant qu'entraîneur? sportif? Euh, c'est un peu différent parce que en triathlon, comme je me sens pas particulièrement doué vis-à-vis des sports d'endurance et que c'était plutôt une aventure personnelle, euh, ça me touchait un peu moins. Parce qu'en fait, tu regardes les arts martiaux, tu n'as pas d'autre finalité que l'opposition. C'est-à-dire que c'est toi face à l'autre, tu gagnes ou tu perds, tu te fais détruire ou tu détruis. Donc c'est très enrichissant par rapport à sa relation à autrui, Mhm. parce que tu vis la dualité en toi à partir du moment où tu t'entraînes. Dans le triathlon, c'est pas ça, parce que c'est plus toi vis-à-vis de toi-même. Donc, tu as plus ce truc où tu peux vaincre le toi d'hier et tu vas pouvoir te faire vaincre par le toi de demain. Tu vois aussi une courbe d'apprentissage dans les arts martiaux,
mais tu peux toujours te faire mettre KO par un débutant sur un coup de malchance ou sur une inattention. Donc il y a plus ce parcours euh, personnel dans les sports d'endurance, je vais dire. Mhm. Tu parlais également. Alors après, juste pour répondre plus à ta Vas-y, question, vas-y. le, le, le côté compétitif, enfin, personnellement, je pense que j'ai trop d'ego pour pouvoir totalement m'en défaire. Et quand tu vois les gens être meilleurs, tu as juste envie de tiens, pourquoi est-ce que eux et pourquoi pas moi? Enfin, jusqu'à une certaine mesure, hein, mais tu as forcément envie de faire partie des meilleurs en tout cas. Et donc, dans ce cadre-là, tu as parlé de l'importance du temps d'entraînement, du volume d'entraînement. Et ça, tu l'as appris au travers du triathlon. Bah, je veux dire, on n'a pas vraiment le choix, hein. Et quand je parlais à Olav il y a quelques semaines de ça, c'est ce qu'il disait, c'est que le seul paramètre que lui voit comme étant hautement corrélé à la performance, c'est le volume d'entraînement. Est-ce que tu es d'accord avec ce propos? Bah, et, en fait, les chiffres commencent à parler un peu d'eux-mêmes. D'ailleurs, c'est marrant Mm. de voir que quand tu regardes les corrélations, tu as même des corrélations qui montrent qu'au-delà du volume, c'est même le volume fait à basse intensité qui est corrélé à la performance. C'est des Ouais. choses assez intéressantes à voir. Mm. Parce que bah, tu te rends compte que si tu fais un très haut volume que à basse intensité, en fait, si tu pousses la réflexion, ça ne va pas fonctionner. Donc, tu as un juste milieu à trouver qui est hyper stimulant cérébralement. Donc oui, le volume est directement corrélé à la performance. Est-ce que ça veut dire que si n'importe qui s'entraîne 30 heures, est-ce que tout le monde va devenir ultra performant? Bah, en fait, on a envie de dire, on a envie de dire non, parce qu'on aime bien mettre de la nuance. Mais en fait, j'ai envie de dire oui. Le seul problème, c'est qu'en route, on va en blesser beaucoup, quoi. Ou on va en dégoûter beaucoup, ou beaucoup perdront le goût, ou alors beaucoup n'assimileront pas ce volume. Mais en fait, ne pas assimiler ce volume, ça veut dire forcément quelque part soit se blesser physiquement, soit se blesser mentalement. Une blessure mentale, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais au bout d'un moment, tu es tellement débordé que soit tu n'arrives plus à faire tes entraînements. Enfin, c'est des logiques de surentraînement presque. Et c'est pas pour rien que ça prend des années pour devenir le meilleur dans un sport comme le triathlon, parce que bah, tu commences pas étant tout jeune avec 30 heures d'entraînement, ou en tout cas l'intensité nécessaire pour performer au plus haut niveau, tu ne pourras pas la manifester de manière répétée chaque semaine avant d'avoir accumulé des mois et des mois et des années d'entraînement. Et ben, d'ailleurs, tu peux en témoigner par ton expérience en triathlon. Ouais, et encore, tu vois, ça faisait que 6 ans. Donc 6 ans, c'est relativement court. En réalité, tu regardes les triathlètes professionnels aujourd'hui, ils commencent à 12. Donc en fait, tu vois, ça fait 15, 25 ans pour la. Tu regardes Yann Frodeno qui a dépassé la quarantaine, qu'ils en font. Donc 6 ans, c'est ridicule. Et quand j'ai commencé les premiers ouvrages que j'ai pu parcourir, par exemple celui de Joël Friel, toujours du Mhm. mal à prononcer son nom. Et c'est marrant parce qu'il me semble que c'est dans celui-là où il y a un chapitre dédié où il explique que pour lui, la première année, tu dois faire à peu près tel volume, la deuxième année, tu dois faire à peu près tel volume, etc. Et que pour lui, tu peux que arriver à des niveaux d'entraînement relativement élevés qu'après 3, 4, 5, 6 ans. Quand je disais ça à l'époque, je me disais, mais il se prend pour qui lui? Si j'ai envie de faire le maximum, je fais ce que je veux, etc. Tu sais, as envie de sortir des cases. Mhm. Et à la fois, tu as envie de sortir des cases, mais quand rétrospectivement sur ces 6 années, tu regardes ce que tu as fait, bah, en fait, tu rentres exactement dans les cases qu'il a décrit. Et souvent, bah, tu sais, on pousse aussi beaucoup l'individualisation en disant on est tous individuels, nanana. Ok, mais si tu regardes quand même 90% des gens, ils rentrent parfaitement dans les cases, quoi. Alors quand tu fais partie des 10%, c'est chiant, mais c'est pas la majorité. Donc c'est important d'être individuel dans une certaine mesure, mais tu as des individualisations qui sont très accessibles, juste par rapport à ton niveau, par exemple, et à la quantité de ressources que tu es prêt à allouer. Mais il y a des individualisations qui sont beaucoup plus poussées, qui ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Avec le recul que tu as justement sur le rôle du volume d'entraînement aujourd'hui, est-ce que si tu retournais sur un sport comme le judo ou même un autre sport qui de base n'est pas nécessairement aussi chronophage que le triathlon, est-ce que tu apporterais un petit peu de cette philosophie sur ce nouveau sport également? Bah, totalement, ouais, ouais. En vrai, tu sais, tu regardes n'importe quel sport, parce que je ne m'intéresse pas qu'au sport d'endurance. Alors, de très près des sports d'endurance, parce que c'est ce qui, je trouve, est très passionnant pour appliquer des connaissances physiologiques. Mais tu regardes des sports comme l'haltérophilie, bah, tu te rends compte que le tonnage a aussi un impact quasiment linéaire avec la performance. Alors c'est intéressant, tu vois, parce que tu te dis, OK, si tu regardes un tireur à l'arc, ou alors si tu regardes un tireur au plomb, ah bah c'est marrant, les Coréens, ils sont très très forts, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont coréens ou c'est parce qu'ils tirent 50 000 flèches à l'année, tu vois? C'est Donc c'est- c'est- oui.
C'est super drôle, je m'entends parler parce que j'ai les mêmes références que toi. On a dû lire les mêmes papiers et écouter les mêmes personnes. Je parle toujours de l'haltéro et du tonnage annuel. Je parle du biathlon et du volume à Ah basse bah tu vois, intensité, de la force athlétique. Enfin, c'est ça. Et peu importe où tu te retrouves sur le spectre de, on va dire, d'intensité et de durée, que ce soit un lever ou 10 heures, les mêmes principes s'appliquent, quoi. c'est ça. Bah alors, c'est marrant parce que tu vois, par exemple, je prends Jean Quincampoix, euh, qui est un tireur français qui a été médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo. Et tu vois, je regardais son parcours et la première information que je voulais savoir, c'était combien de cartouches tu tires par année, tu vois. J'ai Mhm. fini par obtenir l'information plus de 40 000. Mais tu vois, c'est vraiment le truc, combien tu tires, tu vois. Et je lui avais posé la question sur Instagram, etc. Il n'a jamais répondu. Donc il a fallu fouiller. Et pour rebondir sur le fait que tu t'entendes parler, ça, c'est à la fois amusant, mais à la fois, tu vois, quand j'ai vu ta chaîne émerger, parce que je pense que je t'ai découvert, je t'avais envoyé un message à l'époque, je sais plus quand est-ce que c'était, mais tu avais interrogé, euh, je vais plus avoir son nom, mais bref, le nutritionniste de l'équipe Bora Hansgrohe. Euh, Euh, Team Podlegar. exactement, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis de lui? Tu Bref, avais non, ouais, ok, écouté ok, bah, notre interaction. je t'ai découvert à travers ça. Hmm. Et tu vois, j'ai trouvé ça très passionnant de retrouver quelqu'un qui partage quasiment sans limite ses connaissances euh, pour faire avancer le- le- la connaissance commune. Alors toi, tu le fais en anglais et en français, mais c'est intéressant parce que tu sais, pendant longtemps, on avait une sorte de secret en mode, oh, on veut pas divulguer les choses que l'on fait parce qu'on a Hmm. un avantage concurrentiel, etc. Et je pense que avec aujourd'hui, des connaissances, tu en as partout. Toi, tu veux devenir expert dans un domaine, tu as juste ouvert Google et à chercher un petit peu. Et puis petit à petit, tu vas pouvoir, à force de temps et d'énergie, devenir très très bon dans ce sur quoi tu veux te renseigner. Euh, Aujourd'hui, l'avantage concurrentiel n'est pas dans le fait d'avoir les connaissances, mais c'est de les digérer, de savoir comment les appliquer, dans quelle mesure les appliquer. Et en fait, du coup, le fait de partager, bah, ça crée une émulation, ça crée des gens qui proposent des antithèses, qui rajoutent des informations par-dessus. Et donc, en fait, c'est vachement intéressant parce que tu décuples ta vitesse d'apprentissage parce que les autres te suivent ou tu trouves d'autres personnes qui font comme toi. Et donc, en fait, tu dis quelque chose, lui dit quelque chose, est-ce que ça tend dans la même direction? Et puis, si lui voit ta vidéo et toi, tu vois la sienne, peut-être que tu vas vouloir faire progresser ce que tu dis. Et donc, en fait, c'est vachement stimulant et tu vas beaucoup plus vite que si tu devais lire tous les articles de la Terre. Ouais, Donc, ouais, j'ai trouvé ça très cool de tomber sur ta chaîne et je pense qu'elle va prendre un gros essor. Alors, je sais pas si c'est très divertissement friendly et si ça va être beaucoup regardé par le grand public, mais en tout cas, c'est une mine d'informations, quoi. bah, écoute, merci beaucoup pour ton commentaire positif à l'égard de ma chaîne. Je le dis depuis le début, le podcast, c'est mon opportunité d'apprendre et de continuer à emmagasiner des informations, comme tu l'as dit, et d'essayer d'avoir cet esprit de synthèse parce que je trouve qu'on se retrouve assez rapidement dans des silos d'informations aujourd'hui. Et si tu vas pas chercher à gauche, à droite et au milieu, eh ben, tu as tendance à peut-être te refermer un petit peu. Et je pense que si tu n'as pas passé plusieurs années à creuser un certain sujet, c'est pas encore le moment de se renfermer. Il faudrait plutôt aller chercher des avis contraires ou contradictoires pour justement trouver ce qui est juste et ce qui est vrai entre les deux. Euh, Tu vas pouvoir me dire, mais par exemple, moi, le moment où j'apprends le plus, c'est quand je prépare une vidéo. Parce que tu as beau avoir des connaissances sur un sujet, tu vas te challenger pour organiser ta pensée déjà, parce que sinon c'est indigeste, pour à chaque phrase que tu dis, te dire, OK, ça je le sais parce que je l'ai déjà entendu quelque part, mais où est-ce que je l'ai entendu? Est-ce que je l'ai juste entendu ou est-ce que ça va un peu plus loin que ça? Tu vois, il y a plein de fois où je répète des trucs que j'ai déjà entendus en master, un mec de Mhm. l'INSEP qui te dit un truc. Là, très récemment, je me suis fait reprendre sur les densités minérales osseuses chez les nageuses de haut niveau. Mhm. Bah, en fait, tu répètes des choses quasiment automatiquement. Alors, ton ego, après, c'est-à-dire il faut le forcer, tu vois, à se remettre en question. Mais donc voilà, c'est ce premier truc où tu organises ta pensée, tu remets en question chaque phrase et tu synthétises. Et à partir de là, bah déjà, tu as énormément appris.
C'est souvent ce qu'on dit, c'est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le faire apprendre à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est souvent, tu es sur un sujet et tu as des choses incomplètes, tu as des choses qui ne te satisfont pas, tu as envie d'aller plus loin, etc. Mais tu dis, oui, mais en fait, il faut marquer une balise à un moment. Tu vois, il faut Mm. marquer un jalon parce que sinon, la recherche, tu t'arrêtes jamais et tu la sors jamais, ta vidéo. Donc, tu as plutôt intérêt à, OK, on fait un état des lieux aujourd'hui, voilà ce que je pense. Parfois, je sors des vidéos, je connais des biais argumentaires que j'utilise dedans. Je sais qu'il y a des choses qu'on pourrait me rétorquer. Quand on me les rétorque, je suis en mode, ah, il l'a vu. Mais tu vois, je le sais très bien et je suis en mode, ouais, mais en fait, je préfère sortir cette vidéo et il y a 95% des informations que les gens vont pouvoir réutiliser et vont pouvoir faire un bond dans leurs connaissances. Et puis les 5%, laissez-moi le temps, on va voir après ce qu'on en fait. Tu vois. Ouais, je suis 100% avec toi là-dessus et je le dis depuis très très longtemps. Depuis que je fais des vidéos ou des présentations structurées, c'est comme ça que j'apprends. C'est en synthétisant l'information, c'est en prenant du temps pour faire sens des choses et essayer de les transmettre pour qu'elles soient absorbables par autrui. Et ce que j'ai commencé à faire un petit peu plus récemment, parce qu'avant, je m'engageais dans des grandes aventures à essayer de distiller un sujet, comme je l'ai fait récemment sur la zone 2, mais au final, j'ai terminé avec 80 slides et ça fait 1 heure de vidéo. Alors, moi, j'adore ça, mais c'est un petit peu lourd des fois. Et donc, ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est de raccourcir un petit peu le truc, de prendre en gros une problématique, de poser 3 questions principales et d'essayer de les faire en 15-20 slides max. Et ça me force aussi à être un petit peu plus concis parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens, à essayer de connecter tous les points comme le mec devant son tableau qui dit tout est connecté. Et donc voilà, j'essaye de me brider un petit peu, mais c'est pas toujours facile. Ouais, bah, tu vois, c'est marrant. Là, je suis dans un moment on peut dire la vie, c'est des cycles. Je suis dans un moment où j'ai beaucoup envie de partager. Et là, tu vois, je viens de tourner une vidéo, je ne l'ai même pas encore montée, mais je sais qu'elle va déjà faire plus de 50 minutes. Parce que tu as envie de remettre en question des trucs, mais tu as aussi envie de dire, OK, mais sur le terrain, qu'est-ce que je fais? Mhm. Bah déjà, en fait, en réalité, tu pourrais faire 2 vidéos. Tu fais une vidéo de 25 minutes, une deuxième de 25 minutes. Tu dis, j'ai envie de tout délivrer maintenant, j'ai tellement envie de partager. Tu sais, on parlait du triathlon, je faisais, quand tu fais plus de 20 heures d'entraînement par semaine, voire parfois sur les grosses semaines, 27, 28 heures, bah, tu fonctionnes au ralenti, hein. Donc, quand tu arrives à partager quelque chose, si tu y arrives, tu partages le strict minimum et même organiser ta pensée, ça devient catastrophique. Tu mets 4 fois plus de temps à faire la même tâche. Enfin, bref, donc ouais, là, je te comprends tout à fait. J'ai beaucoup d'énergie à disposition, beaucoup de trucs à dire et tu vas en dire trop. Parfois, parce qu'en fait, si personne l'écoute, est-ce que ça sert à grand-chose à part à toi-même? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aimerais bien que tu nous parles encore de cette idée de cycle. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a un petit bout de temps maintenant, mais au début, j'étais très, euh, on va dire que le fait de ne pas être super régulier avec tout le temps me posait problème. Parce que tu entends qu'il faut faire ça tous les jours, il faut faire ci tous les jours, lis 10 minutes d'un bouquin tous les jours, lis une étude par jour. Au final, tu n'as plus d'heures dans la journée si tu fais tout comme ça. Mais au final, j'ai réalisé que je travaillais également en cycle et que des fois, j'apprends, des fois, je retransmets, des fois, je fais plus de ça et moins de ça. Est-ce que c'était toujours naturel pour toi de fonctionner de cette manière ou c'est quelque chose qui a évolué aussi au cours du temps? Je sais pas si c'est je sais pas si c'est naturel, mais euh, en fait, parfois, tu y es confronté et tu n'as pas le choix. Donc, en fait, ça s'impose un peu à toi. Je vais te prendre des exemples. Euh, alors, avant de te donner un exemple, je vais parler un peu de comment est-ce que je réfléchis aujourd'hui. Ça, c'est une question de priorité. Donc, Mhm. parfois, en fait, les priorités sont très claires dans ta tête, donc c'est très facile de faire des choix. Parfois, elles sont un peu moins claires. Et donc, quand tu es confronté à un conflit de temps ou d'énergie, c'est là où tu te poses la question de OK, quelle est ma priorité et qu'est-ce que je fais. Euh, Par exemple, au cours de ces 6 années, j'ai commencé à m'investir de plus en plus dans le triathlon pour projet de me dire, OK, bon, c'est un Ironman en 500 jours, on sait qu'on peut le faire. À partir du moment où on est athlétique, c'est assez facile en réalité. Euh, L'Ironman, d'ailleurs, vend beaucoup de rêves à beaucoup de gens, mais en fait, c'est qu'une question de temps. Si vous avez beaucoup de temps, ça ne sera pas beaucoup plus difficile. Puis, ce que j'aime dire, c'est beaucoup plus difficile de courir un 10 km en 30 minutes que de faire un Ironman, hein. C'est infiniment plus difficile, d'ailleurs. Mhm. Euh, Puisqu'il y a une grande partie de la population qui ne courra jamais 30 minutes.
Même s'ils arrêtent leur boulot, que je leur donne 10 000 € par mois et qu'ils ont que ça à faire, ils y arriveront pas. Mhm. Un Ironman, je pars du principe qu'à moins que vous ayez une maladie ou un truc voilà, qui vous handicape, euh, quand tu vois, bah, j'étais à Kona, tu as des gens de 80 balais qui finissent l'Ironman. T'as des. Enfin, bref, en 17 heures, ça se fait quoi. Ouais. Je m'égare. Mais donc, oui, au fur et à mesure de ces années, je m'investis de plus en plus. Et donc, bah, tu as moins en moins de temps. Et donc, c'est là où tu te dis, OK, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je ralentis sur le triathlon, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre, tant en termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes de partager avec les gens, etc. Ou bah, je reste là où j'en suis. Et donc là, en fait, tu as un cycle qui s'impose à toi. Ah bah, je vais prioriser le triathlon. Et tu continues, donc tu continues, tu baisses certaines activités, tu baisses ta chaîne, tu vois, tu dis bon bah je fais moins de vidéos, ça fait partie du jeu. Puis au bout d'un moment, tu te dis bon bah je vais aussi devoir travailler moins parce que ça fait partie du jeu. Et puis au bout d'un moment, tu te dis bah je vais devoir aussi moins voir les gens autour de moi parce que ça fait partie du jeu. Et donc en fait, tu finis ton cycle. Mais là où on parle de cycle, c'est que tu sais que ça a une fin. Mhm. Et tu sais ce que tu sacrifies. Enfin, j'aime pas parler de sacrifice d'ailleurs. Tu sais ce que tu mets de côté au profit d'une chose supérieure. Et tu sais que quand cette chose supérieure sera atteinte, tu vas retrouver un équilibre différent et tout ce que tu as mis de côté, tu vas pouvoir le rattraper. Et d'ailleurs, c'est pas rattraper parce que beaucoup de choses que tu fais ensuite découlent directement des enseignements que tu as fait dans ce premier cycle. Donc, tu vois, beaucoup du discours que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas du tout le même si je n'avais pas fait ça avant. Si j'avais pas continué dans le triathlon, j'aurais sûrement pas grossi mon audience, j'aurais sûrement pas essayé de challenger mes connaissances, ou alors, parce qu'au-delà de les challenger, j'aurais trouvé des limites à mon système. On pourrait parler de système polarisé, pyramidal, etc., où j'ai trouvé des limites, mais il fallait que je le fasse Mhm. pour être sûr que c'était une limite. Bah, bref, en fait, si je ne l'avais pas fait, aujourd'hui, je serais la même personne qu'il y a 5 ans et donc bah, je ne serais pas sur ce podcast. J'aurais pas fait Campus Coach. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, la notion de cycle est importante, mais chez moi, elle est un peu indue enfin, elle est un peu induite involontairement. Et c'est après où tu réécris l'histoire et tu fais, bah, en fait, c'est un cycle. Est-ce que tu dirais que cette perspective a évolué en parallèle à ta pratique du triathlon? C'est-à-dire? La raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de principes de préparation physique qui commencent à, à faire leur petit bout de chemin dans ma vie de tous les jours et dans ma manière de voir les choses, que l'on parle de volume comme étant un des axes premiers de progression, que l'on parle tu as parlé de périodisation, enfin des cycles, en gros, c'est de la périodisation, dans le sens où on va prioriser certaines choses à certains moments. Et c'est pas des choses c'est pas une manière que j'avais de réfléchir il y a de ça même quelques années. Et je me demandais justement si c'était lié à ta pratique du triathlon qui, bah, de par sa nature, simplement, va demander certains cycles de travail aussi et certains points focaux à certains moments de l'année pour certaines raisons. Voilà, d'où ma question. Hmm. Alors, oui. Est-ce que c'est parce que c'était du triathlon que ça a fait ça? Je pense pas. Mais le triathlon, de par ses obligations intrinsèques, Mhm, euh, m'a forcé à avoir enfin, on a obtenu ces résultats-là, quoi. Mais mhm, tu aurais trouvé n'importe quel passe-temps, est-ce qu'on peut appeler ça un passe-temps à ce niveau-là? N'importe quel loisir qui était aussi chronophage et aussi intéressant physiologiquement et un challenge aussi élevé physiquement et mentalement, bah, tu aurais trouvé la même chose. Mais c'est-à-dire que de mon point de vue, en fait, le triathlon est assez unique de ce point de vue-là. J'ai une relation assez particulière au sport et vis-à-vis du triathlon, où là en ce moment, il y a une organisation, alors sans rentrer dans les détails, le PTO, euh, qui vend le triathlon en disant en fait, c'est un peu la bataille avec le CrossFit, etc. Dire quel est l'athlète suprême, etc. Tu mhm. vois. Bah, je pense que le CrossFit à très haut niveau aussi, les gens s'entraînent énormément. Donc on pourrait trouver des liens, mais euh, personnellement, des expériences que j'ai eues en fitness, musculation, cross-training, ce que tu veux, et le triathlon a tout transcendé, quoi, euh, de par sa nature, on va dire. Quand tu dis transcender, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, c'est-à-dire que, bah, tu vois, depuis que j'ai ralenti le triathlon, j'ai repris la musculation. Enfin, oui, on peut dire musculation, c'est pas un gros mot. Et avec la volonté d'être très fort sur des mouvements spécifiques.
C'est quoi tes objectifs? Allez, faut les dire publiquement. Les objectifs, bah, c'est enfin d'avoir un bon développé couché, Ouais. malgré mes bras de singe. Tu vois, tu sais, si tu parles de Ape Index, pour ceux qui ont des références anthropométriques, Mhm. j'ai des bras qui doivent faire 10 ou 15 centimètres enfin, j'ai 10 ou 15 centimètres de plus d'envergure que de longueur, donc j'ai des grands bras. Mhm. Euh, et en squat, pareil, j'ai des fémurs gigantesques. Et juste pour voir, ok, c'est ce que c'est très facile de se plaindre, de se dire, ah machin, mais en fait, j'ai une mobilité de bout de bois. Alors oui, j'ai des grands fémurs, mais en fait, c'est juste tu commences à être un peu plus mobile et à t'améliorer sur certains trucs que tu as mis de côté pendant toutes tes années de préparation en triathlon parce que bah, tu bouges que dans un axe et pas Mhm. dans des grandes amplitudes. Mhm. Même en position aéro sur un vélo, comme tu peux avoir derrière, tu as besoin d'être souple un minimum, mais tu n'as pas besoin d'être un élastique. Ouais. Donc ouais, si tu parles de, je sais pas, j'aimerais bien m'approcher 2 fois le poids de corps au squat. Mhm. C'est 180 kilos, ce serait pas mal d'ici 2 3 ans. Tu sais, quand on a fait 6 ans de triathlon avec des projets super long terme, on n'a plus trop peur de parler d'échelles de temps hyper longues. Et c'est le principal, en vrai, même le développé couché, je m'en fous. J'ai juste envie d'être fort au squat. C'est cool que t'aies basculé du côté sombre de la préparation physique pour te remettre dans la muscu. Ouais, Et bah attends, et du coup, j'ai pas fini parce que vas-y, tout, vas-y. tout ça pour dire que pourquoi est-ce qu'on parle de transcender? Hmm. Euh, Parce que quand je suis sur mon banc à prendre mes 3 4 minutes de récup, euh, je sais pas si tu as interviewé Rudy Koya, qui Plusieurs fois. j'écoutais beaucoup ce qu'il disait. Et il y a une phrase qui m'a marqué, et ça me fait encore rire aujourd'hui. Donc lui est très pratiquant de musculation, donc euh, s'il y a une personne qui est autorisée à dire ce que je vais te dire, c'est bien lui. Il disait tous les gens qui pratiquent la musculation et qui sur leur profil Instagram écrivent le mot athlète, vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'être un athlète parce que être assis sur un banc, c'est pas athlétique. Et en fait, je ressens exactement ça. Je suis sur mon banc 3 minutes. Alors ouais, pendant la série, c'est hyper intense. Tu vas grinder ta barre pendant 10 secondes, Hmm. mais t'es assis pendant 3 minutes, quoi. Et quand tu pars rien que sur un footing, en fait, tu es dans ton effort. Alors oui, ça te prend du temps, mais enfin, tu es impliqué tout le long. Et quand je te dis pendant 30 minutes, c'est quand tu n'es pas 6 heures sur un vélo. Parce que pendant tes 6 heures sur le vélo, tu es investi physiquement de bout en bout. Et alors si en plus tu rajoutes des intervalles, des trucs, des machins, euh, c'est autre chose. Alors après, quand tu pousses tous les sports dans un domaine élite, j'irais pas dire, ma pratique loisir du triathlon était beaucoup plus difficile que la pratique élite d'un powerlifter aux Jeux Olympiques, tu vois, qui est un truc horrible. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. J'allais le garder jusqu'à la fin, mais vu que tu l'as mentionné sans que je dise quoi que ce soit, je vais le dire maintenant. Rudy nous a laissé un petit commentaire, une petite question pour toi. Ah, Il a dit quand est-ce que je le coach en muscu? Avec un peut-être petit qu'il clin d'œil. Donc, peut-être qu'il si trouve tu- que je m'entraîne très mal, ce qui est possible. donc c'est assez cool que tu l'aies mentionné. Tu as parlé tout à l'heure de sacrifice et du fait que tu n'aimes pas utiliser le terme sacrifice. Pourquoi? Parce que sacrifice, t'es passif face à ce qui t'arrive. C'est-à-dire que c'est comme si, oh mince, j'ai dû sacrifier ci pour faire ça, tu vois. Euh, J'avais envie de prendre des exemples, mais j'ai que des exemples horribles qui m'arrivent en tête de guerre, etc. Donc je vais pas, je vais pas envoyer ce mood dans ce podcast qui se passe très bien. Mais en fait, quand tu fais des choix dans ta vie, c'est toi qui fais des choix. Et quand tu parles de sacrifice, pour moi, c'est pas une sorte de fragilité, mais tu te plains en fait. Ah, j'ai dû. Alors, soit tu te plains, soit tu crées un récit héroïque. J'ai dû sacrifier des choses pour. C'est pas la réalité en fait. Ou alors, si tu n'en as pas conscience, bah, c'est que tu es inconscient justement. Et que tu fais les choses sans mesurer le pour et le contre. Et quand, pendant la préparation, tu fais 6 heures de vélo le dimanche, enfin le samedi, et le dimanche, tu vas courir 2 heures et quart. Et puis peut-être qu'avant tes 2 heures et quart, tu vas avoir un vélo d'1 heure et demie pour te préfatiguer à l'heure de course, machin. Bah, c'est pas un sacrifice en fait. Parce que ouais, je vais pas manger avec ma mère qui m'avait invité parce que si, mais c'est voulu. Donc à partir du moment où c'est voulu, c'est un investissement, c'est pas un sacrifice. Tout simplement. C'est Je- juste je- c'est juste sémantique. Ouais, mais en même temps, je pense que ça tient l'eau. C'est une réflexion que je me fais assez souvent et j'aime pas non plus le terme sacrifice pour la raison que tu as décrite, qui est que ben, quand tu choisis de faire quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais et ben, on ne peut pas tout faire. Donc, je préfère presque parler de priorité
que de sacrifices. Alors après, voilà, est-ce qu'on doit parler de prioriser ses entraînements par rapport au temps qu'on passe en famille? Ben, à un moment donné, oui, parce que la performance a un coût et que si on n'est pas prêt à investir ce montant temporel-là, eh ben, on ne va pas pouvoir atteindre nos objectifs. Et surtout, si on parle de famille, idéalement, ce qu'on fait est aligné avec, ou en tout cas, notre famille est alignée avec nous dans le sens où ils nous soutiennent dans nos objectifs et dans ce qu'on essaye de faire. Et donc, dans ce sens-là, comprendront pourquoi on le fait. Exactement. Ouais, je pense que c'est à partir du moment où tu n'es plus capable de justifier tes choix que ça commence à devenir problématique. Mhm. Et donc, tu vois, par exemple, même au niveau personnel, c'est normal quand tu commences à t'investir autant dans une pratique ou que tu te dis, bah, ok, par exemple, tu vois, j'ai arrêté de coacher enfin, oui, du coaching fitness, santé, etc., en entreprise euh, et à domicile. Quand tu fais ce choix-là, bah, à la fois parce que tu t'entraînes, mais à la fois parce que tu vois d'autres opportunités, j'ai parlé de campus.coach et puis j'ai parlé du coaching en triathlon, etc., ce qui était quand même relativement euh, tôt, en fait, parce que c'était il y a déjà 3 ans, donc ça fait que 3 ans que tu fais du triathlon. Tu vois, ma conjointe, elle est en mode, ouais, t'es sûr de ce que tu vas faire? Et quand je dis t'es sûr, c'est en mode, là, t'es peut-être, enfin, de mon point de vue, c'est une gigantesque connerie. Donc, ce qui est marrant, c'est que sur le coup, t'es en mode, mais comment c'est une gigantesque connerie? Elle voit pas. Tu sais, t'es en mode, elle voit pas que tout s'aligne, etc. Tu vois. Et en fait, bah, rétrospectivement, juste, t'expliques très mal les choses, déjà, pour commencer. Si tu prenais le temps d'expliquer le pourquoi du comment et la vision que tu avais, euh, ça se passerait beaucoup mieux. Mais donc, oui, en fait, une fois que tout est très clair, et puis 3 ans après, tu vois, c'est là où je voulais arriver. Mais c'était ça depuis le début. Et elle dit, ben, c'est pas du tout ce que tu me disais à l'époque. Tu fais, ah, ok. Bah, c'était peut-être ça, en fait, les réticences et les frictions que j'avais au quotidien. C'est super marrant parce que autant il y a eu plein de choses que tu as mentionnées jusqu'ici où j'étais 100% dans la même direction que toi, autant sur le coup, pour moi, ça a été l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que c'est ma femme qui m'a poussé à arrêter le travail avec mes clients en présentiel, que j'ai pu déléguer à d'autres coachs avec qui je travaille pour justement me focaliser sur toutes les autres activités que j'ai. Donc, dans un sens, elle croyait en moi plus que moi, je ne croyais en moi. Mais c'est marrant parce que euh, elle me soutient énormément. Bah, tu te rends compte que quand enfin, quand tu as eu les dernières années que j'ai eues, sans soutien, c'est impossible. C'est ça. Euh, j'ai des petits points comme ça, alors que je vais pas répondre ici, mais il y a eu des petits points de friction particuliers au sein de ces 6 années qui m'ont obligé à des moments clés à faire front, à défendre mes opinions et à être très clair envers moi-même et qui, en final, m'ont énormément fait grandir. Donc, en fait, hormis ces quelques points très précis, bah, c'est exactement ce que tu décris. C'est un soutien qui te pousse vers le mieux. Et puis, en vrai, euh, je pense que c'est la notion d'ambition est énormément catalysée par ces personnes autour de nous. Mais ouais, ces points très précis, en fait, ont eu des enjeux extrêmement importants personnellement et pour la suite. Parce que faire front pour ses idées, parfois, c'est important. Quand il faut. Quand il faut. C'est très très bien dit. Si on revient un petit peu sur ton parcours, la transition arts martiaux triathlon, est-ce qu'elle s'est faite rapidement? Est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires et comment tu as choisi le triathlon? Ouais, alors ça s'est fait progressivement en réalité. Dans mon club à l'époque, alors je suis deuxième dan d'arts martiaux vietnamiens. Bon, j'étais professeur adjoint, on pourrait dire, dans mon école, donc bénévolement. Et d'ailleurs, j'arrête pas, je l'ai dit plusieurs fois et je l'ai dit très récemment sur un autre podcast, mais euh, pour tous les gens en STAPS qui vont nous regarder peut-être, ou bref, qui veulent aller dans le domaine de l'activité physique, euh, investissez-vous quand vous êtes jeune bénévolement parce qu'en fait, ça s'appelle. Enfin, vous avez du temps, vous avez de l'énergie à mettre là-dedans que vous n'aurez peut-être pas dans 10 ans. Et en fait, quand vous allez finir vos études, vous aurez tellement d'avance, que ce soit pédagogiquement, que ce soit encadrer un groupe, que ce soit comment s'adresser aux personnes, que ce soit même, bah, tu le sais parce que tu fais des séminaires et peut-être que bah, tu as entraîné des gens. Entre ce que tu prévois et ce que tu appliques sur une séance, il y a énormément de différences. Tu arrives, tu as ta séance, t'es tout joli, la séance elle est nickel, elle est carrée, elle est lustrée, et tu arrives, et puis la meuf elle te dit bah, j'ai mal à la cheville. Ah, bah, qu'est-ce que je fais? Et l'une des compétences alors, les plus magiques que mon professeur d'arts martiaux à l'époque
apprise, enfin bref, une longue histoire, c'est d'être un caméléon. Quel que soit ce qui t'arrive, fais comme si tout était déjà prévu. Ah, mais t'inquiète, nanana, on va t'amener là-dessus, on va faire ci. Tu vois, je prends des exemples au Vietnam. On arrive sur un festival international d'arts martiaux. Donc là, tu as les grands ponts des arts martiaux vietnamiens, machin. Et on te dit, bon, ok, bon, bah, dans 30 minutes, c'est à vous. Et on dit, mais comment ça, dans 30 minutes, c'est à nous? Il dit, ouais, une démo, machin, vous passez pendant 10 minutes. Et là, on est trois, tu vois. Il y a moi, mon prof, et puis mon meilleur ami. Il dit, mais comment ça, c'est à nous, là? On n'a rien, tu vois. Et donc, pendant 30 minutes, tu es en mode, allez, vas-y, soyons un caméléon, tu vois, faisons en sorte que ça arrive et que les gens n'y voient que du feu et tu descends de scène et les gens sont, putain, c'était ouf. Ah, vous avez bien représenté la France, machin. Et t'es en mode, eh, des années de prépa, ça, hein. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Ouais, c'était trop marrant. Mais je sais même pas pourquoi je te racontais ça. Euh, oui, la transition Caméléon, entre, le entre, caméléon. ouais, la transition entre triathlon et arts martiaux. Donc, oui, c'était par rapport au fait que les gens doivent s'investir bénévolement, etc. Bref. Euh, Dans un premier temps, j'ai commencé le triathlon. Et ce que j'ai fait, en fait, avant, je m'investissais beaucoup physiquement dans des entraînements d'arts martiaux, c'est-à-dire en tant qu'entraîneur, j'étais très investi physiquement. Et petit à petit, je m'investissais de moins en moins physiquement. Je ne sais pas si c'est très clair comme notion, mais c'est Mhm. comme si en tant qu'entraîneur d'athlétisme, tu faisais toutes tes séries avec tes athlètes ou juste tu es sur le bord avec un chrono. Bon, bah, au début, je faisais toutes les séries et puis au début, à la fin, j'ai fait que la moitié et puis à la fin, j'avais que le chrono. Bah, c'est un peu le même processus. Donc ça a duré 2 ans. Très attaché émotionnellement à ce club, très attaché émotionnellement à mon entraîneur, évidemment. Euh, et je crois que c'était juste avant le Covid, fin 2019, où j'ai dit, bon, bah, en vrai, je me trouve, enfin, j'ai plus le temps déjà pour commencer. Euh, j'ai plus la même envie parce que quand tu arrêtes de pratiquer quelque chose, au bout d'un moment, tu commences à bah, être moins pertinent. Tu sais, tu perds tes réflexes quand tu montes des mouvements. Bah, tu vois que c'est pas aussi fluide, ça bouge pas de la même manière. Tu vois pas, ton regard, il a plus la même chose, quoi. Donc en fait, au bout de 2 ans, ça c'est venu assez naturellement d'arrêter, mais c'est fait progressivement du coup de ce point-là. Et de l'autre côté, bah, je m'entraînais de plus en plus en triathlon. Et après, une fois que j'ai lâché ça, bah, tu vois, un an après, j'ai changé mes activités professionnelles. Donc en fait, c'est vraiment une balance qui s'est échangée. Donc non, c'était plutôt progressif. Est-ce qu'il y a un moment donné où, dans ta tête, tu as changé de catégorie en termes de la manière dont tu te percevais et tu te décrivais, dans le sens où tu es passé d'un pratiquant d'arts martiaux à maintenant je suis un triathlète. Est-ce que tu as eu un moment clé comme ça ou ça s'est vraiment fait en dégradé? Euh, Il y a eu un moment où j'ai arrêté de me dire que j'étais athlète d'arts martiaux. Euh, En fait, au fond, enfin, tu l'es toujours un petit peu parce que tu vois que il y a des petits restes, mais je vais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière où où est-ce que j'étais? J'étais à Amsterdam. C'était juste avant de rejoindre l'équipe Cycle qui a créé ce vélo-là et avec lequel j'allais faire des tests aérodynamiques, etc. Et je m'étais Mhm. pris un week-end avec ma conjointe à Amsterdam juste avant et je vais courir, tu vois. Je fais une sortie longue, d'ailleurs, accompagné d'une personne qui me suivait. Il m'a envoyé un message sur Insta, parce qu'il a vu que j'étais à Amsterdam. On a couru ensemble, c'était très cool. Et je devais rallonger un petit peu. Et je cours dans un parc et il y a un sac de frappe, tu vois. Je passe une fois devant, ok. Je passe une deuxième fois devant et je me dis, ah, je vais quand même pas taper dedans. Je passe une troisième fois devant, je dis, ah si, je pense que je vais vraiment taper dedans, quoi. Et la quatrième fois, je passe devant et c'est débile, tu vois. Il est genre, il fait nuit, t'es tout seul. Je mets un coup dedans et j'avais mal au poignet pendant genre 3 jours. Et là, je me suis dit, putain, et bah voilà, où est-ce que t'en es, mec, avec le triathlon? Donc là, tu vois, si jamais j'avais encore des doutes sur est-ce que t'es un artiste martial, la réponse était c'est terminé, c'est derrière toi, tout ça. C'est Mhm. plus qu'en vidéo. Après, heureusement, les apprentissages restent, hein, mais physiquement, en tout cas, non. Et après, en fait, je me suis tellement jamais senti triathlète parce qu'en fait, j'étais vraiment comme au zoo, tu vois. Tu sais, c'est vraiment le. Je sais pas si tu as déjà vu les mecs qui se déguisent en zèbre et qui se mettent au milieu des zèbres, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose. C'est waouh, ça se comporte comme ça, ok, trop marrant et tout. Et d'ailleurs, tu peux le voir à travers certaines vidéos où je parle des triathlètes comme étant exclus par rapport à ce groupe. Mhm.
Et donc, alors que enfin, je respecte tout, hein, je cours en trifonction, je me balade en slip. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis un triathlète en fait. Je m'entraîne plus de 20 heures. C'est bon, je coche toutes les cases. Et Ouais. pourtant, pendant ces 6 années, j'ai jamais réussi à m'y résoudre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui je suis un athlète d'endurance? Oui. Mais après, je me définis pas par rapport à ça. Est-ce que tu penses que tu ne t'es jamais défini de la sorte parce que tu savais que c'était transient ou temporaire ou que c'était un cycle en fait et que c'était pas nécessairement la finalité de ce que tu faisais? Euh, Pas vraiment. Je pense que c'est plus parce que j'ai pratiqué ça. Enfin, j'ai pratiqué ce sport dans un premier temps pour appliquer ce que j'apprenais en cours. Mm. C'est vrai que dans les arts martiaux, en fait, c'est tellement technique, tactique. Alors, bah, à mon niveau à l'époque, hein, parce qu'évidemment, après, quand tu regardes les gens à l'UFC aujourd'hui, c'est énormément physiologique. Et quand tu regardes les méthodes de préparation physique et cardiovasculaire, bah, les mecs sont à la pointe, tu vois. Euh, mais dans mon petit club à Orsay, non, c'était pas le cas, tu vois. Donc, le triathlon, c'était un bon moyen d'appliquer ce que j'apprenais. Parce qu'en fait, tu sais, je suis allé jusqu'au Master 2, j'avais jamais fait une séance VMA de ma vie. Mm. Donc ouais, ok, 80, 98, 105% sur des 30-30, des trucs, des machins, c'est beau en diapo, tu vois, tu es capable de le ressortir pour avoir 17 en physio, mais en soi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu ressens? Tu vois? Est-ce que si je te mets un 30 fois une minute à VMA, est-ce que c'est possible, tu vois? Bah alors la réponse est non, mais enfin, en tout cas pas pour moi. Mm. Mais tu sais pas en fait, c'est quoi la limite? Ok, alors tu prends la Bible de la préparation physique, il te marque, ok, tu peux multiplier le temps de maintien entre 2,5 et 4 en fonction du protocole. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça brûle? Est-ce que tu as mal au poumon? Alors, sur un VMA, tu sais, oui à toutes les réponses, mais tu vois, en fait, j'avais besoin de ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis que j'étais vraiment en tant qu'observateur. Parce qu'il y a plein de. euh, Et puis, plus tu pratiques, plus tu apprends, plus tu découvres, plus tu te rends compte que tu connais rien, donc plus tu as envie d'apprendre et plus tu es pris, en fait, dans ce jeu d'observation. Mm. Et alors, après, ça a des avantages et ça a des défauts. Euh, je vais te parler un peu de mon apprentissage physiologique, on va dire. C'est. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? Euh, je suis parti avec une base très théorique, donc très détachée de la réalité. Euh, Quand on parlait d'entraînement polarisé, etc., ça tiquait en moi, tu vois. Donc en fait, je suis arrivé dans le triathlon avec une approche ultra polarisée. Mon premier et mon deuxième Ironman, je l'ai fait quasiment sans allure de course, tu vois. Je me posais des questions, tu vois. Mais moi, c'est ça mon point faible aussi. Je me pose des questions. J'ai sorti une vidéo il y a peut-être 3 ans de ça où je me dis à quel point est-ce que tu peux pousser ton endurance fondamentale? Est-ce que tu as des limites? Est-ce qu'il y a une vraie limite à ça? Et tu te rends compte qu'en réalité, non. Et donc, dans quelle mesure est-ce que tu peux pousser sur certaines séances, faire de l'endurance active, te rapprocher bah, de SV1, SL1 si on prend des repères physiologiques? Mm. Euh, Bref, c'était des questionnements, mais en fait, mon plus gros point faible, c'est de ne pas être réactif. Et donc, j'observe et je me dis, OK, je vais voir ce qui se passe. Tu sais, je garde ça dans un coin de ma tête. Pour l'instant, je garde ma méthode comme elle est. Et puis, le jour où j'aurai assez accumulé, je vais commencer à tester. Et donc, bah, ça prend du temps. Et puis, ce qui est marrant, c'est que le seul moment où je l'ai fait, c'était à Kona, où j'ai très sûrement eu une installation, un truc comme ça, et où c'est l'une de mes pires courses. Donc, tu vois, j'ai même pas pu avoir le goût de le fruit de mes efforts et de mes apprentissages. Mais, euh, mais ouais, je m'arrêtais parce que je sais plus c'était quoi. Non, non, je vais enchaîner. Quels sont les avantages, à ton avis, et les inconvénients de cette approche que tu as, qui est, on va dire, très patiente, dans le sens où, comme tu dis, tu ne te Hmm. précipites pas, tu n'as pas peur de garder une idée en tête pendant un petit moment avant de la mettre en application, ou avant de... Quels sont les points forts et les points faibles de cette manière d'aborder les choses? Ouais. Alors, bah, les points forts, c'est que dès qu'il y a des nouvelles modes, des nouvelles tendances, tu ne te jettes pas dessus. Ce qui fait qu'en fait, tu gardes une colonne vertébrale. Mhm. Et en fait, et c'est à partir de cette colonne que tu agrèges des choses. Moi, j'aime bien voir ça comme une boule, c'est-à-dire que tu as une boule que tu as acquise pendant tes études. Et alors, soit tu vas remplacer des morceaux parce que tu te rends compte que c'est un peu dépassé ou ça vaut pas le coup, et sinon tu vas agréger par-dessus. Donc, cette notion de colonne vertébrale, c'est le point fort. Le point faible, c'est excellent. Donc, il y a plein de moments où tu vois des choses et au début, tu dis, ah, ça me paraît chelou, ça, j'ai l'impression qu'ils ont tort, tu vois. Puis au bout d'un moment, tu dis, ah ben en fait, ils avaient raison. Et donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai retrouvé mon chemin de pensée, c'était, je pars de cette base très théorique, je développe, entre guillemets, mes propres entraînements, où je me dis, ok,
de mon point de vue, il faudrait faire comme ça avec les notions que j'ai aujourd'hui. Et au bout de 2 ans, tu t'achètes un bouquin, n'importe lequel de course à pied, et tu te dis, OK, bah, qu'est-ce qu'ils font en fait les autres? Tu vois, maintenant que j'ai ma colonne vertébrale, qu'est-ce qu'ils font? Et tu te rends compte que ton 5 x 5 au seuil, bah, en fait, le 6 x 1000, ça existe depuis 70 ans en fait. Et tu te dis, ah bah ouais, j'aurais pu économiser 2 ans. Mais au moins, tu le sais. Donc en fait, c'est un apprentissage vachement intéressant. Donc tu aurais pu gagner du temps, mais est-ce que tu te serais rendu compte que c'était une bonne chose si tu n'avais pas fait tout le parcours? Je sais pas. Donc voilà le point fort et le point faible, grosso modo. Tu as parlé de cette approche polarisée que tu as employée à tes débuts dans le triathlon. Euh, Quels autres aspects de tes connaissances théoriques antérieures as-tu fait évoluer depuis que tu as pratiqué ce sport? Euh, alors ouais, l'approche polarisée, assez remise en question. Euh, Non, L'implication. pardon de te couper, je me permets de te relancer sur un axe un tout petit peu différent. Euh, Quelle était ta perspective de l'entraînement polarisé que tu avais apprise à l'école? Et pourquoi est-ce que ça te semblait pertinent de le mettre en application dans un sport comme le triathlon, avant qu'on aille plus loin? Ok. Euh, alors, est-ce que je l'avais appris à l'école? Je suis pas sûr. Hmm. En tout cas, c'est la lecture que j'en avais à l'époque, où en effet, tu avais la notion des deux seuils, et c'était très bien écrit, et ouais, ça faisait beaucoup de sens. Et en fait, tu commences à regarder du Stephen Saylor, et puis tu lis pas tous ses articles, et t'écoutes pas tout ce qu'il dit. T'es en mode, entre les deux seuils, c'est horrible, quoi. Il se passe rien, tu crées de la fatigue. C'est nul. Alors qu'au-dessus du deuxième seuil, là, c'est bien, là. Là, tu as t'as plein d'adaptations, et il se passe plein de trucs, et ton corps, il est dans la merde, et il n'y a pas d'homéostasie, etc. Et en fait, avec le temps, bah, tu vois, par exemple, mon premier marathon, je l'ai couru. Enfin bref, c'était n'importe quoi. J'ai même pas envie de te décrire cette préparation qui était catastrophique. En tout cas, tu peux être sûr qu'il n'y avait pas d'allure marathon là-dedans, ni pour le deuxième d'ailleurs. C'est bien une chose pour laquelle tu fais clair. Donc, en fait, alors l'apprentissage qui est intéressant, c'est tu peux courir un marathon sans faire d'allure marathon. Est-ce que, euh, euh, est-ce que tu peux performer sans en faire jusqu'à un certain point? Est-ce que tu as l'impression que tu vas crever dès le deuxième kilomètre? Oui. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc déjà, tu te dis, peut-être que ça vaut le coup au moins de prendre un peu le rythme et de se dire, OK, ça tient, tu vois, ça tient plus de 2 bornes, j'ai pas de Hmm. souci à m'en faire. Donc voilà, en fait, c'est juste comme tous les extrêmes. Quand tu commences à un extrême, et moi, ce que j'essaye d'éviter, en fait, c'est, tu as un extrême, et souvent, tu as une réaction extrême opposée, où tu vas faire plein d'allures de course, etc. Et j'essaye d'éviter ça, mais du coup, tu sais, j'essaye d'y aller doucement pour m'arrêter au milieu. Et Hmm. pour pas, tu sais, parce que dès que tu le dépasses, tu te dis, OK, là, c'est trop. Donc c'est pour ça que c'est aussi un peu lent. C'est pas parce que tu restes immobile, mais c'est parce que tu es plus progressif tu fais pas un ping-pong, tu vois. Et ça c'est dans plein de choses de la vie, hein. C'est-à-dire que tu as souvent un truc extrême qui arrive, tu vois que tu as une réaction extrême opposée, et puis en fait, 20 ans après, tu dis, ah bah mince, la réalité, la vérité, elle était au milieu. Donc ouais, par rapport à cette pensée de l'entraînement polarisé au tout début, c'était vraiment très ça. Et puis après, avec le temps, bah, tu te rends compte, les deux seuils, en fait, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on aimerait croire, quoi. C'est pas plus 5 watts, c'est une catastrophe physiologique, et puis moins 5 watts, tout va bien. C'est des choses beaucoup plus progressives. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que putain, c'est bizarre, je m'entraîne entre les deux seuils et je progresse. C'est con ça, tu vois. Et puis après, tu tombes sur le papier de Stephen Seller. Alors, c'était chez des débutants, mais en gros, il les entraîne n'importe comment. Il fait un truc polarisé, un truc pas polarisé, un truc au seuil, et puis tout le monde progresse pareil. C'est chiant aussi, ça, tu vois. Et donc, ouais, après, tu remets beaucoup de choses en question, et tu te rends compte que ce qui prévaut, c'est la logique interne et pourquoi tu fais les choses. Et en fait, une logique polarisée peut avoir beaucoup de sens, mais il faut que ça ait une logique. Il faut pas que ça soit un dogme. Ce qui m'a toujours impressionné ou halluciné, c'est un terme un petit peu fort. Ce qui m'a toujours marqué, on va dire, c'est le fait que les gens parlent de ces concepts-là dénus de contexte et dénus d'implication temporelle, c'est-à-dire que, bah, comme tu l'as dit, une approche polarisée peut tout à fait avoir son sens, même pour un sport qui n'évoluerait pas disons, dans le domaine sévère, mais à certains moments de l'année, ça peut tout à fait avoir son sens de faire ce genre de travail. Et que, du coup, on se retrouve à parler de concepts qui sont quand même assez impliqués, dans le sens où ça couvre énormément d'autres champs d'entraînement, la philosophie de la planification et autres, mais qu'on s'arrête à dire simplement l'entraînement polarisé, c'est
bien ou pas bien, et qu'il y a rien de plus. Et ça me semble presque aberrant de parler de ces concepts-là sans parler du sport en question, de la personne qu'on a en face de soi, du moment de l'année où on se trouve. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, totalement, totalement. Tu sais, tu développes des principes d'entraînement. Et c'est très marrant parce que même à l'époque où j'étais très polarisé dans mon approche, j'avais quand même ces principes. Un qui est le principe de spécificité. Le deuxième, c'est progressivité. Je me souviens plus du troisième, mais qu'importe. Euh, et en fait, tu gardes ce même principe, mais juste tu changes la manière dont tu l'appliques. Mhm. C'est-à-dire que ouais, tu es spécifique, mais à partir de quand est-ce que tu es spécifique? Avec quelle progressivité tu deviens de plus en plus spécifique? Et c'est là où en fait chacun a sa logique. Euh, ouais, tu prends Dan Plouse, par exemple, lui il va avoir sa logique. Tu vas prendre euh, Kenato, je sais plus c'est quoi son nom, bah lui en fait il va en avoir une autre. Tu vois, c'est-à-dire que chacun va appliquer ses principes un peu à la louche enfin à la louche, empiriquement ce qu'il pense être le mieux, et tu te Mhm. rends compte que ça fonctionne. Et c'est marrant parce que bah, tu entraînes des gens au marathon qui font de l'allure marathon depuis 20 ans et qui ont des chronos que tu n'atteindras sûrement jamais. Et quand tu arrives, bah, tu sais, tu te mets des œillères, tu dis ouais ça marche, mais c'est trop flagrant pour que tu acceptes de remettre ton logiciel en cause tout de suite. T'es en mode, j'en suis pas là encore dans mon apprentissage. Je veux pas savoir ce qui se passe parce que ça me détruirait en fait. Tu vois. C'est un peu ça. Je pense que moi en tout cas, j'ai un côté un peu protecteur où tu es en mode, tu sais que ça existe, tu sais que tu vas y tendre, mais tu sais que c'est pas le moment. Donc ça peut paraître bizarre pour des gens parce que bah forcément, tu as envie de savoir le plus possible, le plus vite possible. Mais parfois, il faut accepter de pas savoir pour faire ses tests et pour mieux savoir la même chose plus tard, en fait. Ouais, ça décrit exactement mes premiers pas dans le monde de la physiologie de l'exercice. Parce que je me rappelle avoir vu les contenus. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ce monde-là au travers des contenus d'un gars qui s'appelle Evan Pycon, qui était dans le CrossFit à l'époque, et qui parlait de tout ça de manière très, très éloquente et très concrète. Et je me rappelle avoir vu son contenu, je pense, un an et demi auparavant, avant que vraiment je me plonge dedans, et de voir ce qu'il disait, et de voir que ça allait complètement à l'encontre de ce que je pensais à ce moment-là, et de me dire, comme tu viens de le dire là, je suis pas prêt. Non, là, je peux pas. Là, je suis pas à un moment de ma vie, de ma carrière, de mon évolution pour remettre tout ça en question, parce qu'en plus, c'était des trucs, tout ce qui est du travail de conditionnement. J'avais lu Ultimate MMA Conditioning, Joel Jameson, j'avais lu tout ce qu'il y avait à lire de Charlie Francis sur le high-low, donc l'entraînement, enfin, on va dire la structure de semaine polarisée et plein d'autres concepts qui avaient tout leur sens pour moi. Et le fait que quelqu'un vienne me réexpliquer les filières énergétiques, la manière dont elles sont intégrées, qu'elles fonctionnent ensemble, c- c'était simplement trop pour que je puisse l'assimiler à ce moment-là. Et je me suis dit, comme tu l'as dit là, je peux pas. Et du coup, j'ai attendu et j'y suis revenu un an et demi plus tard par la force des choses. Et là, ben, je me suis engouffré dedans et j'en suis toujours pas ressorti. Donc, je pense que c'est intéressant que tu vois les choses de manière assez similaire, où tu n'as pas peur au final de te dire, ben là, j'ai peut-être tort, mais je suis pas encore prêt à faire ce travail parce qu'au final, c'est ça, c'est si on veut faire évoluer ça, tu parlais de squelette, tu parles de boule, si tu veux faire évoluer ta propre perspective, ça va prendre énormément de travail parce que tu peux changer de philosophie comme tu changes de chemise, mais au final, tu l'intègres pas. Et donc, si tu veux vraiment l'intégrer, tu dois travailler le matériel et ça prend énormément d'énergie. C'est quelque chose qui est très énergivore. Et peut-être que c'est un petit peu de sagesse de ta part de savoir que ben, à ce moment-là, j'ai pas les ressources pour faire ce travail-là. Bah, si on reprend cette logique de la boule, tu vois, en fait, tu pourrais même dire que c'est une planète. T'agrèges des trucs parce qu'il y a la gravité. Hmm. Et puis parfois, la connaissance est tellement disruptive que c'est une météorite, tu vois. Est-ce que tu as vraiment envie de prendre la météorite de plein fouet? Parfois, t'es en mode, ouf, celle-là, on va la laisser passer. Ouais. Et puis, on verra plus tard. Tu vois. Euh, Après, tu vois, on peut prendre l'exemple de l'entraînement polarisé, parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, mais en tout cas, peut-être ceux qui vont nous écouter et qui viennent du monde du triathlon, où en fait, c'est exactement ce qu'on disait au tout début. Qu'est-ce qui importe en fait dans l'approche polarisée? Est-ce que c'est le fait d'être polarisé ou est-ce que c'est le fait d'avoir un volume? C'est le fait de faire beaucoup de basse intensité et c'est le fait de gérer ses proportions. Est-ce que c'est pas ça en fait le principal? Et pourquoi est-ce que f-
genre, tu peux pas faire tout ton volume à haute intensité. En fait, c'est ça le vrai truc. Et puis après, bah, tu te rends compte que genre, c'est une question de stress et d'équivalence, quoi. C'est-à-dire que, en fait, un entraînement, que tu le fasses à une intensité ou une autre, tu sais, il y a la notion de TSS. Alors, la notion de TSS, je la trouve un peu à chier, mais en tout cas, la philosophie du TSS, c'est bon. Tu pourrais Mhm. dire, bah, en fait, ton entraînement, ce qui importe, c'est un niveau de condition physique, donc c'est un niveau de TSS. Si on part du principe que le TSS est bon, ce qui n'est pas vrai. Mais, euh, mais voilà. Et alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'était assez intéressant parce que j'ai vécu la même truc. Tu prends n'importe quel bouquin, tu le lis une fois, tu fais ta vie, bouquin de physiologie évidemment, je parle. Tu le rouvres 2 ans après, putain, c'était marqué là tout le long. Peut-être tu l'as lu, mais en fait, tu comprenais pas ce que le mec te disait. Mhm. Et, et donc, euh, et donc ouais, c'est marrant, tu vois. Et puis tu le rouvres 4 ans après, t'es en mode, mais attends, mais ce schéma, je l'ai pas vu à l'époque, mais en fait, il est genre, il y a tout dedans, tu vois. Enfin bref, donc oui, on vit ça tous les jours. Et ouais, ça c'est fascinant, le fait de relire des livres, de relire des études, de revisionner du matériel ou de reparcourir du matériel que tu n'as pas vu depuis un moment. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte à quel point notre prisme change. La, le- la chose au travers, le prisme au travers duquel on voit notre réalité et les modèles qu'on a en tête à un instant donné et l'impact que ça a sur la manière dont on va consommer le contenu autour de nous. Exactement, exactement. Euh, Tu vois, on prend l'exemple d'une étude scientifique. Tu vas la lire, tu vas lire la conclusion, la discussion, le protocole, machin. Tu vas la relire 2 ans après, parce que tu vas baser une partie de ta philosophie à partir de là. Puis tu vas affiner. Tu vas dire, ah, mais en fait, ok, le protocole a duré 16 semaines et c'était sur des débutants. C'est pour ça que j'ai vu l'inverse quand c'était sur 2 ans et sur des élites. Mm. Tu vois, mais c'est comme ça que tu agrèges, en fait, et que tu trouves de la nuance. Parce que si tout est nuancé au départ, qu'est-ce que tu mets en place? Tu mets en place de la nuance? Bah non, ça marche pas. En fait, la personne, il faut lui dire de courir et puis il faut lui donner un nombre de répétitions et une durée. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ta nuance? Bah, t'en fais rien, en fait. Donc, donc au bout d'un moment, il faut avoir une colonne vertébrale que tu peux appliquer et tu la fais progresser petit à petit. Pour les personnes qui seraient enclins à peut-être changer de philosophie comme ils changent de chemise, quels conseils tu pourrais leur donner pour justement peut-être être un petit peu plus patient et intégrer un petit peu mieux les principes et les méthodes et les choses auxquelles on peut être confronté ou qu'on peut trouver via les recherches qu'on fait. Ouf, ou la colle. Commencer par. Alors après, tu sais, c'est marrant parce que je suis tellement l'extrême inverse que est-ce que je suis la bonne personne pour donner des conseils à l'opposé du spectre? Je sais pas, Peut-être, peut-être. mais alors soyez 10% de ce que je suis. Soyez un peu sceptique, déjà. Je pense que le scepticisme, c'est important. Euh, essayez d'agréger, j'ai envie de dire, essayez d'agréger euh, un peu de physiologie pour baser tous ces principes-là. Alors là, la physiologie change, etc. Et puis, je vais réutiliser une image que j'aime bien. C'est à l'époque, ce que je disais, c'est soit tu peux, imagine un éventail, tu peux apprendre toutes les déclinaisons d'entraînement que tu veux et tu as le bout de l'éventail. Ou alors tu peux apprendre la physiologie qui est le bas du V en fait. Donc qu'est-ce que tu fais? Soit tu apprends la physiologie et tu vas par toi-même découvrir chaque entraînement, ou est-ce que tu apprends chaque entraînement et puis après peut-être que tu vas essayer d'aller vers la physiologie. Donc on peut partir du principe que ceux qui vont changer tout leur truc de l'éventail et puis moi je suis au bout et puis il faudrait trouver un milieu des deux quoi. Donc je pense avoir une base physiologique, se remettre en question et puis être un peu sceptique. Je sais pas si c'est une bonne réponse, mais ça peut être un bon départ en tout cas. J'aime l'idée de s'attarder un petit peu et de prendre un peu plus de temps pour comprendre les mécanismes sous-jacents parce que, comme tu le dis, au final, les entraînements, ils émergent de ces propriétés physiologiques et des choses que peut-être même il y a des dizaines d'années, on ne connaissait pas parce qu'on ne pouvait pas les mesurer, mais de par les structures d'entraînement, comme tu l'as dit, ton 6 fois 1000, il existe depuis toujours et ils n'avaient pas nécessairement accès à toutes les mesures qu'on a aujourd'hui pour dire que c'est pour telle et telle raison qu'on va faire cet entraînement-là, mais au final, l'effet, la réponse physiologique est la même et on comprend maintenant peut-être un petit peu mieux pourquoi on va l'utiliser.
Donc tu parlais, j'ai essayé de trouver un truc, mais je pense que ça va être un peu trop court pour réussir à le retrouver. Qu'est-ce que tu cherchais? Non, non, je l'ai. Tu vois, par exemple, tu prends une étude qui va t'expliquer pas mal de trucs, et puis en fait, si tu lis la discussion, à un moment, il y a marqué, c'est par rapport à l'évolution de la lactatémie sanguine. Hmm. Genre, ils disent, on observe que c'était 1984, hein, pour t'en mettre dans le truc. Il dit, nous observons que l'évolution de la lactatémie sanguine augmente en tant que continuum et que la manière dont on le détecte comme des seuils est seulement une limitation de nos méthodologies et de méthodologies modernes, enfin actuelles, il y a 40 ans, quoi. Hmm. Donc, tu sais, c'est marrant de voir qu'en fait, les physiologistes, même eux, ils sont en mode, eh, on trouve ça, mais on sait que c'est faux, mais en tout cas, c'est ce qu'on trouve. Tu vois, c'est ce qu'on est limité, on peut pas faire plus, quoi. Donc, c'est Ouais. un bon exemple. Je te l'ai pris parce que vraiment, je l'ai souligné il y a genre 2 heures. Je pense que c'est un bon exemple et ça met aussi en évidence le fait que si tu penses qu'à la physiologie, tu vas te planter parce que si tu n'intègres pas ça de manière concrète à l'entraînement, eh ben, tu passes ton temps à avoir des guéguerres sur Twitter pour décider qui a raison sur la méthode d'interprétation d'un premier seuil au lactate, alors qu'au final, c'est pas vraiment ça la question. Au final, euh, ça vaut la peine d'avoir ce débat pour autant qu'on arrive à l'appliquer ensuite de manière concrète et pratique sur le terrain, parce que toute la théorie du monde, à un moment donné, quand tu l'appliques, si ça tient pas, bah, ça sert pas à grand-chose, même si tu as les meilleures réponses ou les meilleures méthodes ou la meilleure philosophie de départ. C'est pour ça que les physiologistes sont pas les meilleurs entraîneurs, et c'est pour ça qu'il y a des très bons entraîneurs qui ont aucune notion de physiologie. Mhm. Euh, Si on reprend l'exemple là de ce seuil, SL1 par exemple, et qu'on veut. En fait, qu'est-ce qui est important? C'est ce qui se passe à SL1 ou est-ce que c'est le fait qu'on mette de la basse intensité dans notre entraînement? Ce qui est important, c'est. Alors après, là, on peut réfléchir, c'est ce qui est important, c'est SL1 en soi ou est-ce que n'importe quelle méthode qui nous permette d'avoir un équivalent à SL1 par la ventilation, par l'intensité critique, est-ce que c'est ça qui importe en réalité? Voilà, parce qu'en fait, tu n'auras jamais la même valeur, tu ne seras pas au watt près, machin, machin. Mais ce qui est important, c'est la méthodologie. Tu vois, on parlait de colonne vertébrale, on parlait de logique interne, bah, c'est ça en fait. Et donc, la personne qui va dire, ouais, il n'y a que les relevés lactiques qui vont nous permettre d'avoir la science infuse sur machin, bah, tu vas en avoir un autre qui va te dire, bah non, en fait, parce que les relevés lactiques ne vont pas te renseigner sur la quantité, sur le volume, mais que sur une concentration. Donc, par contre, moi, avec mon truc pour les échanges gazeux, bah, je peux relever la quantité de graisse qui est vraiment utilisée et par rapport aux glucides. Donc en fait, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce qu'on veut, c'est brûler des graisses. Nanana. Et puis il y en a un autre en Nouvelle-Zélande qui va dire, eh ben ouais, mais en fait, au-dessus du seuil 1, comme tu hyperventiles, tu te rends compte que tu peux pas vraiment savoir la quantité de graisse que truc. Et en fait, c'est sans fin. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais de la basse intensité sous tout ça en fait. Mhm. Et tu essayes parfois sur certains entraînements d'aller pousser le curseur, d'aller faire un peu plus. Euh, tu vois, enfin, tu sais, on prenait tout à l'heure l'exemple de Paul Logar. Je ne voudrais pas le paraphraser ni lui prêter des mots qu'il a pas dit. D'ailleurs, peut-être que si je réécoutais ses interventions, genre 2 ans plus tard, j'aurais une lecture différente de ce qu'il dit. Mais grosso modo, c'est bien sympa. Mais la basse intensité pour brûler des graisses, ok. Mais les sprinters euh, brûlent beaucoup de graisse et pourtant ils font pas de basse intensité. Qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que en fait tous les entraînements qui permettent un développement de ton système mitochondrial par exemple et de leur densité bah, permettraient potentiellement de brûler plus de graisse et pourtant tu peux avoir ces adaptations-là sans faire de basse intensité. Enfin, tu vois, c'est sans fin. Tu sais, si tu Mhm. peux faire c'est ce que tu disais tout à l'heure, le mec devant son tableau avec plein de fils rouges et ce qui compte, c'est ce que tu mets en place. Ouais, absolument. Vu qu'on est sur le sujet de la physiologie et que c'est un sujet qu'on affectionne tout particulièrement tous les deux, quels autres concepts tu as explorés dans tes aventures dans le triathlon? J'allais dire en tant que triathlète, mais je me suis retenu, vu que tu n'en étais pas un apparemment. Donc, quelles idées ou quels concepts as-tu appris durant toutes ces années qui t'ont vraiment marqué et qui forment le socle aujourd'hui de la manière dont tu réfléchis à la performance en endurance dans le corps humain? Ouah. Petite question. Ouais, tout à l'heure au début, tu me disais alors je te donne une trame ou je te non, surprends-moi. Ouais. Euh, Ok, là ça va être.
Attends, parce que j'aime bien réfléchir aux questions, mais à la fois, je sais que laisser des blancs dans les podcasts, c'est pas Laisse forcément. un blanc, les gens ils peuvent attendre 15 secondes. Ça fait 1 heure qu'ils sont avec nous déjà, ils peuvent attendre 15 Ouais, secondes. c'est vrai. Maintenant, les gens, il reste plus que les patients. Euh, ok. Pour moi, une chose importante, au-delà de la polarisation, en fait, tout est, enfin, c'est pas lié à la polarisation, c'est la manière dont tu prescris tes séances. Tout à l'heure, j'ai parlé de TSS. Euh, pour moi, en fait, comment dire ça? Genre la manière dont je prescris les séances, au début, je mettais des intérêts physiologiques derrière certains trucs. Alors tu peux hein, découler des intérêts physiologiques, c'est très intéressant de le faire. Mais si tu pars de ce principe de spécificité qui est, bah, si tu veux améliorer ta VO2 max, par exemple, c'est Olav Alexander Book en parlait dans un truc, dans un podcast là, il y a moins de 2 semaines, où il disait, bah, on se rend compte que c'est corrélé à la puissance que tu es capable de tenir sur 5 minutes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas en fait travailler vers ces intensités-là. Et puis, si tu es à l'autre bout du spectre et que tu fais de l'allure Ironman, bah, en fait, ça est même l'inverse, ça va décroître ta VO2 max. Et pourtant, ta performance sur Ironman va augmenter. Donc, il y a une logique de spécificité là-dedans. Au-delà de la logique de spécificité, c'est la manière dont je prescris les entraînements, dont je disais, qui est liée aujourd'hui exclusivement euh, à la notion de temps limite. C'est-à-dire, en fait, j'entraîne pas quelqu'un au seuil, j'entraîne quelqu'un sur la vitesse qui peut tenir 60 minutes, ou 30 minutes, ou 15 minutes, ou 5 minutes. Et la manière dont je vais prescrire ces différents euh, temps limites, d'ailleurs, dont je suis le premier à dire, bah, si vous avez des modèles où en fait 50 minutes c'est mieux qu'une heure, ou 120 minutes c'est mieux que 60, pourquoi pas, tu vois. Euh, bah, en fait, je vais les modifier en répartition pendant l'année en fonction du profil de la personne. Et en fait, se détacher des logiques physiologiques auxquelles j'étais très attaché au début de mon parcours pour tendre vers ce truc qui existe depuis 1000 ans, tu vois, qui est les courbes de puissance record, et puis tu bases dessus pour placer tes entraînements. Mais par contre, bah, tu vas regarder un profil que tu peux obtenir d'un point de vue physiologique, ou d'ailleurs que tu peux juste obtenir avec des tests non physiologiques, avec de la puissance critique ou des choses comme ça. Euh, pour moi, c'est une chose importante, tu vois. Pour moi, avoir un seuil et s'entraîner à un seuil, c'est nul. Genre, je le dis comme ça pour choquer les gens, mais pour moi, c'est nul. Obtenir un MLSS que tu fais correspondre à un temps limite, que tu fais correspondre à une VO2 max, et donc, du coup, tu vas, genre, choisir tes entraînements en fonction, ça, c'est intéressant. Et à la fois, c'est ce que je dis, c'est OK, vous faites des entraînements à MLSS par exemple, mais est-ce que vous avez testé votre temps limite à MLSS? Est-ce que vous savez ce que ça représente? Et si oui, et c'est là où la logique a changé, c'est si oui, bah en fait, tu proposes pas le même entraînement à MLSS. Et à ce moment-là, bah en fait, ça fonctionne. Parce que si ton MLSS, il arrive à 30 minutes et que tu fais un entraînement que tu as basé sur ta vitesse limite 30 minutes, ah, ça fonctionne. Par contre, s'il est à 75 minutes, bah, en fait, ça va fonctionner quand même parce que tu es lié à la vitesse limite. C'est comme par exemple les gens qui font des entraînements d'allure. C'est très bien les entraînements d'allure. Mais en fait, ton 10 km, tu le cours en 60 ou en 30 minutes? Bah, en fait, ça va pas être la même chose. Donc, c'est là où la notion de vitesse limite que j'utilise de plus en plus, enfin, en fait, j'utilise plus que ça aujourd'hui, pour moi, a prévalu sur le reste. Donc, certes, tu vas t'entraîner à allure marathon ou à allure semi-marathon, mais en fait, c'est jamais décorrélé du temps limite que tu vas pouvoir lier à cette valeur. Je sais pas si c'était une bonne idée, une bonne image, mais ni si c'est ce qui a le plus révolutionné l'entraînement, mais en 15 secondes, c'est un des trucs que je peux te partager. C'est intéressant parce que bah, ça te permet d'avoir une vision un petit peu plus. Je dirais que c'est un modèle qui est certainement un petit peu plus simple que celui de toujours penser à la physio sous-jacente et qu'est-ce qui se passe et pourquoi on fait ci et pourquoi on fait ça. Et au final, avoir des chiffres de manière un petit peu plus concrète sur combien on va en faire, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, et d'être peut-être plus analytique dans ton approche et pouvoir aussi mieux tirer des conclusions de ce que tu as mis en place. Est-ce que ça a fonctionné comme je le voulais ou pas? Est-ce que c'était la bonne prescription pour ce temps limite ou pas? Est-ce que tu le vois comme ça? Ouais, un petit peu. Alors, bah, ça, c'est tout à fait ça, dans le sens où, euh, pour moi, pour chaque temps limite, on y accorde une durée d'effort, une durée de récupération vis-à-vis de la durée de l'effort. Par exemple, je te dis n'importe quoi, mais celle qui est le plus connue, c'est OK, moi, si je prends la vitesse limite 5 minutes, je fais des entraînements où euh, la durée d'effort est égale à la durée de repos. Tu vois, tu prends ça.
On pourrait appeler ça un entraînement VMA, mais c'est là certains vont te rétorquer, ouais, mais en fait, moi, mon entraînement VMA, je pince la récup et puis je fais un demi de machin. Ok, mais en fait, moi, je fais ça si je parle de ma vitesse limite 10-15 minutes. Tu vois. Et en fait, quand tu regardes ce que les gens font, ils font ça à 90 à 98% de VMA obtenu par test incrémental VAMEVAL. Ok, bah ça fait du sens parce qu'en fait, à la vitesse à laquelle tu cours, ça rentre sur ça. Tu sais, souvent, moi, j'aime bien. Là, très dernièrement, j'ai interrogé un athlète qui avait fait 1h04 sur semi-marathon à Boulogne. Donc, autant dire que le mec, c'était pas le dernier des, c'était pas le dernier des nuls. Et il me dit, ouais, bah moi, je fais de la VMA quasiment jusqu'à la fin. Je vais atteindre la VMA, putain, ok. Et il me dit, ouais, je fais 20 fois 400. Je lui dis, oh, oh, le salaud. Oh, le mec, tu vois, c'est là où c'est intéressant déjà d'avoir des notions. Parce que moi, il y a 6 ans, qui n'avait jamais testé, tu me disais 20 fois 400, bon, bah, qu'est-ce que ça fait? Le mec court une 4 au SMI, je sais même pas combien, je sais même pas donner une approximation de à combien il le court son 400, tu vois. Mhm. Donc là, je me dis, putain, le mec, il doit le courir au moins en 1,6. Waouh, le mec, c'est un cochon, hein. Et tu te creuses, et en fait, le mec le court à l'heure 5000. Parce qu'en fait, le mec a 98-97% d'un VMA obtenu par Vameval. Mhm. Bah, du coup, j'étais en mode, ah bah c'est bon alors. Bah, t'es normal. T'as pas C'est, fait. Donc ça me rassure. c'est une des choses qui est fascinante à mon avis, et c'est aussi là où j'essaye d'évoluer, c'est à l'intersection du diagramme de Venn entre toutes les différentes approches et tous les différents modèles qu'on a pu utiliser ou qui sont utilisés aujourd'hui à l'entraînement, que ce soit, comme tu l'as dit, hein, on a un MLSS, on a une puissance critique, on a un seuil 2 au lactate, on a toutes les manières du monde pour déterminer ces choses-là, mais au final, qu'est-ce qui fait sens? Et selon d'où tu commences dans ta réflexion, eh ben, t'as- ça va, tu vas en général arriver au même endroit, mais pas pour les mêmes raisons. Hmm. Tu vois, je regardais, il y a un YouTuber, qu'importe, qui se basait son entraînement principalement sur ses profils de courbe record, qui récemment dit, bah en fait, je vais commencer à utiliser la lactatémie, etc. Tu vois. Et c'est marrant parce que je me suis imaginé vraiment ça, où en fait, alors en triathlon, c'est catastrophique parce que tout le monde, à cause des Norvégiens, enfin à cause ou grâce, hein, d'ailleurs, ça pourrait se défendre, s'achètent des lecteurs de lactatémie. Et la question, c'est comment est-ce qu'eux utilisent leurs lecteurs, hein, évidemment, qu'est-ce qu'ils font de ces Mhm. données-là? Pour la plupart, bah, je pense qu'ils l'utilisent moins bien que ce qu'ils pourraient. Après, c'est bien, ils agrègent des données. Donc, c'est déjà un truc qu'ils pourront réutiliser dans 2 ans quand ils auront compris que la méthode qu'ils avaient à la base était peut-être pas la meilleure pour utiliser leurs données. Euh, Bref, et donc, tu sais, je m'imaginais cette pub du mec qui gagne au loto, qui est sur l'autoroute, qui va dans un sens, et puis t'as les bouchons dans l'autre, tu vois. Je disais, mais les mecs, pourquoi, les mecs, pourquoi je suis tout seul à faire le chemin inverse, là? Mhm. Et du coup, tu te reposes tu te remets en question, tu fais, mais je suis con ou quoi? J'ai oublié. Il y a un truc que je comprends pas ou. Et c'est là où la notion d'avoir une colonne vertébrale est importante. Ouais, Parce que et tu te laisses pas déstabiliser. faut pas se laisser déstabiliser tant que tu sais pourquoi tu le fais et que tu le fais pas juste pour suivre une tendance ou pour faire comme les autres. Parce qu'au final, il y a toutes les. Si on parle de méthodologie ou de manière de tester, de choses comme ça, il y a toutes les différentes méthodologies qui ont apporté des médailles d'or olympiques. Bien sûr. Et au final, c'est est-ce que tu comprends assez bien le contexte de cette approche pour la mettre en application avec tout le succès qu'il faut pour être le meilleur? Parce que tu peux avoir tu peux utiliser la meilleure approche du monde si on admet qu'il y en ait une, mais si tu l'appliques mal, ou que tu la comprends pas, ou que tu comprends pas ses limites, eh ben, tu vas pas nécessairement faire mieux que celui qui bosse juste avec le ressenti et qui fait ça depuis toujours et qui le comprend extrêmement bien et qui a jamais eu besoin d'autre chose pour avoir du succès. C'est ça. Honnêtement, à chaque fois que je parle de ma méthodologie, genre, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de dire, bon, les gars, de toute façon, on a obtenu des champions olympiques avec des méthodologies diamétralement opposées. Il y en a qui étaient. Euh, ah bah tiens, bah d'ailleurs, c'est Dan Plouz qui parlait de ça. Il disait qu'il avait deux rameurs et il en a. En fait, les deux sont champions olympiques. Il y en a un qui avait un entraînement purement polarisé et l'autre qui avait un entraînement purement pyramidal sur un effort qui, je sais pas combien c'est un effort d'aviron, mais 6 minutes. c'est assez court et voilà. Donc en fait, les deux peuvent s'entendre dans ce cas précis. Et les deux sont champions olympiques. Donc c'est un bon exemple C'est ça. concret. C'est ça. Et au final, quel était le profil type de chaque athlète? Est-ce qu'ils avaient les mêmes prédispositions au niveau
typologie musculaire, au niveau de leurs entraînements précédents avant l'aviron et tous ces paramètres qui vont avoir une influence aussi sur comment on approche l'entraînement pour un tel ou un tel. Et tu vois, moi, c'est pour ça, là, peut-être que j'ai paru dogmatique sur certains trucs, mais c'est pas du tout le cas. Et en fait, genre, je me pose des milliards de questions. Moi, quand on me met ça sous les yeux, je me dis, ah, ok, bah, connaissant Dan Pouce, c'est sûr, il a relevé le lactate. Donc, qu'est-ce qu'il a relevé? Quel truc il a défini vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il a utilisé la courbe de puissance record? Dans quelle mesure est-ce que la courbe de puissance record était différente de la courbe enfin, du profil lactique qu'il a pu donner? Et puis, en fait, s'il avait mesuré peut-être à l'époque la puissance critique, qu'est-ce que ça aurait donné de différent? Est-ce que ça aurait été la même chose ou est-ce que ça aurait pas été la même chose? Alors toi qui utilises les deux, peut-être que tu as ces réponses-là, tu vois. Et j'attendrai un de tes futurs podcasts ou de tes futures vidéos pour disséminer ces petites informations que je mets dans mon panier comme le petit pousset. Mais, mais ouais, en fait, il y a pour moi trop de questions. Et puis le fait que euh, j'ai pas plein d'athlètes sous la main pour faire des tests, ça ralentit. Parce que du coup, tu es obligé d'attendre que d'ailleurs, c'est intéressant ça. Tu es obligé d'attendre que ça sorte dans des bouquins ou dans des études scientifiques. Et c'est là où c'est intéressant parce que pour les gens, l'étude scientifique fait gagner du temps. Et c'est Olivier Bollier qui dit, ouais, mais si tu attends que ça sorte dans des études scientifiques, tu as déjà perdu 3 Olympiades. Tu es 3 Olympiades de retard sur ce que tout le monde fait. Donc en fait, c'est là où l'empirisme il est puissant parce que tu te bases sur la science d'hier pour faire des protocoles aujourd'hui. Et puis tu vois, Alexander Olavbou, là, qui matrix tous les triathlètes, ça me fait mourir de rire. Mais... Puis en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit, ah bah, on va passer Paris et puis on va divulguer les articles qu'on a fait il y a 4 ans. C'est ça. Tu vois, donc oui, Avec lesquels ils s'entraînent maintenant. oui, en fait, vous pouvez le lire. C'était il y a 4 ans. Donc nous déjà, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, on va faire des articles dans 2 ans. Et puis vous aurez tout le temps 4 ans de retard. Et puis on fera toujours top 3 à Kona, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et je te rejoins complètement. Il n'y a rien de plus intéressant pour moi que d'avoir un échange direct avec les gens qui utilisent mes programmes, par exemple dans le contexte du CrossFit, pour que moi je puisse apprendre de chaque personne dans quelle mesure ça les a impactés, comment ça les a aidés, qu'est-ce qu'ils peuvent mieux faire maintenant. Et parce qu'au final, ben voilà, on a toutes ces idées en tête et on a une bonne idée de comment mettre les choses en place, mais tant que tu n'as pas eu le retour du terrain et de voir exactement comment ça se passe, comme tu l'as dit, ben tu sais pas quoi. Ou alors tu l'as appris de quelqu'un d'autre et comme tu l'as dit, tu es déjà en retard. C'est ça. Et puis c'est là où, si on reprend cette notion de boule, c'est parfois tu as des trous que tu as identifiés et tu attends juste l'information pour le boucher. Alors parfois tu attends, parfois tu vas la chercher. Ça Mhm. dépend de ce que tu peux faire. C'est ça. Mais souvent, il faut en tout cas 8 à 12 semaines pour pouvoir boucher un trou. Et ça, ce serait avec un N de 1. Et ensuite, si tu veux plus d'infos, ben, ça prend soit plus de gens, soit plus de temps. Ça. Mais je pense qu'au niveau francophone, on pourrait réunir pas mal de gens pour gagner du temps, je pense. Ouais, j'y ai pensé récemment et d'ailleurs, si ça te branche, on pourrait tout à fait lancer le truc. J'avais pensé à faire un jeu concours dans le milieu du CrossFit et faire en sorte que tout le monde fasse un 20 minutes et voir un petit peu les différents niveaux avec différentes catégories de compétition, etc. Juste pour voir un petit peu à peu près où les gens se trouvent et qu'est-ce que ça vaut. Mais j'en Ouais, reparlerai ça peut être ultérieurement. intéressant. Moi, j'ai le même processus avec Campus Coach, Hmm. où je suis en mode, mais en fait, tu as des dizaines de milliers de coureurs qui l'utilisent. Viens sur un plan marathon de 12 semaines qui est gratuit. Il y en a, oui, on leur fait courir comme ça, et puis il y en a, on les fait courir comme ci. Et puis, alors après, il y a plein de biais, hein, parce que c'est. Mais en plus, pas tant que ça, parce que tu récupères les données Strava, donc tu peux avoir Hmm. la fréquence cardiaque, la vitesse, tout ça, tout ça. Alors après, imprécision des GPS et tout. T'es en mode, les gars, tu peux avoir des puissances statistiques tellement élevées, t'as n'importe quel chercheur qui rêverait d'avoir la même chose, quoi. C'est ça. Tristan, il nous reste une petite dizaine de minutes et j'ai une dizaine de questions d'Instagram à te poser. Ok, Donc, tu vas avoir en moyenne à peu près 1 minute par question allez, pour répondre. Est-ce que tu es prêt? allez, c'est parti, je vais faire l'effort. Thomas qui nous demande comment on détermine sa zone 2. Oh, l'enculé. J'ai failli l'insulter. Euh, alors, comment on fait? Soit tu utilises des. Et tu vois, c'est là où c'est intéressant. Soit tu utilises un truc très facile, qui est en mode, OK, bah, tu prends 75% de fréquence cardiaque maximale. Si tu es dans les 90%, ça fonctionne. Si tu es dans les 10% qui ne fonctionnent pas, bon, c'est dommage, il va falloir faire des tests un peu plus poussés. 75%, déjà, alors peut-être que toi, tu as vu des choses sur des profils très débutants où c'était au-dessus de leur seuil, mais à partir du moment où tu commences à être assez athlétique, j'ai l'impression que tu es quand même relativement en dessous tout le temps.
Euh, voilà. Et après, en tout cas, moi, des données que j'ai réussi à avoir par rapport à des tests labo, en général, 75%, c'est en dessous tout le temps. Donc, ouais, tu aurais même un peu de marge pour pouvoir pousser un petit peu. Après, je sais pas toi ce que t'en penses, mais comme il n'y a qu'une minute. Ça, je vais le dire, je vais essayer en 10 secondes. Ça dépend qui tu testes. Et si tu es dans un contexte de sport d'endurance, t'es certainement pas loin du faux. Pour les crossfitters que je teste, le premier seuil, il est entre 55 et 80% de la FC Max. Du coup, comme j'aime dire, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. C'est ça. Voilà. Donc, ouais, ça marche pour moi. Ensuite, Coco Noix de Cocotier. C'est un super, super nom de compte, j'adore. Triathlon, est-il possible de progresser significativement dans les trois sports en même temps? Je dirais que chez un débutant, oui. Chez quelqu'un d'expérimenté, non. Tu veux souvent progresser dans les trois en même temps, mais tu n'y arriveras pas. Faites le corps faire un choix si toi t'en fais pas. Bien, bien répondu. Emilien qui nous demande mieux vaut pousser ou tirer ses seuils pour les faire progresser? Il n'y a pas de seuil, donc le mec est chiant. Le mec est chiant. Euh, vaut mieux, vaut mieux avoir sa logique interne. Donc moi, j'ai tendance à plus tirer que pousser, mais sur des efforts type Ironman, on pourrait partir du principe que empiriquement et puis dans la manière de penser, finir par pousser ses seuils ferait plus de sens. Mais méthodologiquement, et comme je suis un humain, donc j'ai plein de biais, j'ai tendance à plus tirer que pousser. Nico demande ton organisation dans la planification pour limiter les interférences entre la force et l'endurance. Attends, répète. Ton organisation dans la planification pour limiter les interférences entre la force et l'endurance. Si on parle de force, si on le définit vraiment comme la force maximale, euh, ça serait bizarre de parler il faudrait un contexte. Hmm. Chez des athlètes professionnels, tu n'auras pas d'interférence parce qu'en fait, ils feront pas de force. Donc voilà, peut-être qu'ils te diront qu'ils feront de la force en préparation physique, mais c'est pas ce qu'ils feront. Donc voilà, et puis de toute manière, leur récurrence de préparation physique serait trop faible pour avoir des interférences. Et voilà, parce que les mecs s'entraînent 30 heures et qu'ils font vraiment le strict minimum. Et que, comme on dit, hein, c'est la préparation physique est au service. Donc si tu fais un sport d'endurance, la force pourrait être au service. Mais de toute façon, faire de la force, ça implique d'être un sportif de force et de savoir forcer, ce qui n'est pas le cas d'un sportif d'endurance. Paul demande quelle discipline du triathlon nécessite le plus d'entraînement en partant à un niveau égal sur les trois. C'est quoi le début? Excuse-moi. Quelle discipline du triathlon nécessite le plus d'entraînement en partant à un niveau égal sur les trois? Euh, on a chacun des facilités. J'aurais tendance à te dire la natation parce que statistiquement parlant, c'est là où les gens galèrent le plus parce que en fait, tu as besoin d'avoir un haut niveau de proprioception. Et en fait, les gens ont tellement l'habitude d'être sédentaires, sont tellement sédentaires aujourd'hui que leur niveau de proprioception est catastrophique. Donc, si je leur donne une correction, en fait, ils vont devoir se filmer deux, trois fois avant de comprendre vraiment ce qui est nécessaire. Euh, donc, je dirais la natation à partir de ce biais-là, mais il y a des gens qui sont catastrophiques en course à pied de par leur anthropométrie ou de par plein de raisons. Et donc, en fait, eux, ça sera la course à pied. Ou alors, pareil, t'es très tendineux, bah, le vélo, ça va être chiant. Une variante sur une question qu'on a déjà eue. Antoine qui demande travail de force chez le marathonien, quand et comment? Un simulé de travail de force, pourquoi pas après plusieurs années de développement athlétique sur différents mouvements, euh, de façon assidue pour pas que la préparation physique empiète sur ton degré de pratique. Donc, une fois que tu es dans ce contexte-là, tu pourrais dire à partir du moment où tu n'as plus le temps de faire autre chose, donc la deuxième moitié de préparation. Parce qu'en fait, c'est assez facile, entre guillemets, de conserver un niveau de force avec peu de séances, euh, puisque vos niveaux de force sont catastrophiques. Ah, sympa. Non, mais je dis ça parce qu'en tant qu'athlète enfin, tu sais, tu vois n'importe quel athlète d'endurance qui fait une séance de préparation physique, et le mec, enfin, t'as que les cyclistes sur piste, mais en fait, est-ce qu'un cycliste sur piste est sportif d'endurance? Donc, tu pourrais dire oui, mais c'est pas ma définition en tout cas. Mhm. Bien dit. Victor demande le record du 10 km junior français a été battu par un triathlète. Entraînement croisé, est-ce que c'est à l'avenir? Non. Parce que il me reste une minute, donc ça va, j'ai 50. Euh,
Non, mais je me pose quand même une question. Alors non, pourquoi? Parce que le meilleur moyen de devenir très bon dans une pratique, c'est de pratiquer ce sport. Donc en fait, si tu dépenses, tu as 10 entraînements dans la semaine, tu dépenses 5 entraînements en course à pied, 5 entraînements en vélo, tu seras moins fort que quelqu'un qui en dépense 10 en course à pied. Pourquoi est-ce que le mec junior a gagné? Je pense parce qu'il est juste beaucoup plus assidu que tous ses collègues qui courent et que le triathlon, de par la demande en termes de volume horaire, est beaucoup plus élevé. Donc en fait, c'est pas le fait qu'il fasse un entraînement croisé, je pense, hein, qui a fait qu'il ait gagné, c'est parce que le mec a une meilleure discipline, s'entraîne plus, etc. Après, là où je mets une limite, c'est que chez les athlètes de haut niveau qui courent déjà avant 200 km semaine, maintenant avec les nouvelles chaussures, ils sont capables d'encaisser un peu plus, 250 km semaine. Euh, Ça fait que 15 heures d'entraînement. Est-ce que les mecs sont pas capables de faire plus? Alors, si c'est du renforcement, la réponse est oui. Et c'est déjà des gains qui font qu'on passe de 2h03 à 2h01. Est-ce que, en fait, s'il fait du vélo en plus, ça ferait plus? Ou est-ce que ça impacterait sa course à pied? J'ai pas Eliud Kipchoge sous la main pour tester et j'aurais pas envie de le casser. Donc, j'attends que les autres apportent la réponse. Max demande comment tu fais pour être aussi beau gosse. Bah, c'est de son point de vue et du point de vue de ma conjointe. Après, pour les autres, je sais pas. Johan qui demande, est-ce que tu as déjà testé l'entraînement respiratoire? Jamais, et c'est très marrant parce que tu le promeus beaucoup. Et tu vois, c'est là où les limites dans Exercise and... Attends, Exercise and Physiology? Non, c'est quoi? Physiology of Sports and Exercise Hmm. de Wilmore et Costil. Tu as un petit paragraphe où il y a marqué euh, euh, les compétences respiratoires ne sont pas limitantes dans la performance de haut niveau, point. J'ai lu ça, je me suis dit, bon, bah, allez, banco. Et j'ai jamais remis le truc en question. Et je te vois arriver avec tous tes trucs, de trucs pulmonaires, de respi. Je suis en mode, mais est-ce que il aurait pas genre 2 ans d'avance là? Ou 10 ans d'avance? Et donc, je pense qu'il y a des intérêts, mais je me suis jamais penché. Et j'attends que tu sortes ta formation pour me pencher dedans. Ça vient, ça vient. Euh, Dernière question, Théo, pour un Ironman, serait-il intéressant de faire de la zone 2 en natation, vélo et course à pied? Merci. Bien sûr, bien sûr. Zone 2 en natation, tellement oublié. Bah, aussi parce que le niveau des gens font qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire de zone 2 dans l'eau. Quand tu n'arrives pas à nager 25 mètres, bah, être en zone 2, c'est être sur place, quoi. Donc, ça fonctionne pas vraiment, mais c'est totalement bénéfique et quelque chose que j'ai beaucoup rajouté ces 2 dernières années qui m'ont permis de faire 30 minutes, n'importe quoi, 1 heure, ça va pas te parler, en combinaison à Tallinn sur 3800 mètres et 1 heure euh, sur la même distance, mais sans combinaison 1 an après. Et je crois que j'ai un record de 27 minutes aux 2000 en eau libre. Bah, c'est justement en faisant des zones 2 et en faisant des longs intervalles. J'avais entendu pas mal de triathlètes d'endurance qui étaient en mode moi, je fais des 3800 mètres dans l'eau, juste tranquille, je me balade. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans plein de sports et pas en natation? Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de faire des éducatifs, des trucs, des machins? Au bout d'un moment, juste nager bien, tranquillement, ça aide beaucoup. Et c'est un truc que j'ai entendu de la part de Brock Hall, qui est triathlète canadien. Il disait que quand il a commencé à travailler avec son coach, ça lui a pris 2 à 3 ans pour revenir à des volumes de natation équivalents à ce qu'il faisait avant parce qu'il a réappris à nager correctement. Et du coup, il a fallu tout reconstruire, mais qu'au final, c'est ça qui fait que maintenant, il peut mieux performer. Hmm. À quel point est-ce qu'il est reparti de loin? Après, il faut regarder ces détails. C'est ça la question. Tristan, on arrive au bout de ce podcast. Je veux te dire un grand merci parce que c'est 1 heure et demie qui sont passées comme une lettre à la poste. C'était vraiment chouette de voir à quel point, je pense, nos philosophies se ressemblent et la manière dont on réfléchit tous les deux. Donc, je le dis ici et j'espère que tu accepteras une invitation future à nouveau sur le podcast pour continuer à échanger. Bah, avec grand plaisir. Et ces petits trucs de fréquence cardiaque, lactatémie, tout ça, j'ai bien envie de t'inviter aussi pour qu'on en parle sur ma chaîne. Donc, ce serait avec grand plaisir. Super. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils ne te suivent pas déjà en ligne? YouTube, la chaîne Iron Human, Iron Human, et puis c'est le principal. Les liens seront dans la description. Tristan, merci encore et belle journée à toi. Salut, chaîne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!